Bienvenue dans Confidence, une nouvelle émission de rencontres et de dialogue. En effet, chaque mois, nous vous proposerons un entretien avec une personnalité du monde du spectacle, de la culture, de la politique, voire même du sport. Aujourd'hui, c'est un véritable funambule des médias qui est mis sous le feu des projecteurs. Après avoir fait ses premières armes sur les ondes des radios françaises libres en 1983, il se lance dans le monde de l'audiovisuel en 1987 à la télévision suisse romande. Chroniqueur notamment pour l'émission Le Fond la Corbeille, il s'est surtout fait remarquer au travers des émissions musicales, mais aussi des émissions de divertissement. Sa passion pour la radio lui fera goûter au micro de la radio suisse romande, et de 2000 à 2003, il lance et présente une des émissions satiriques les plus connues des ondes. Il s'agit de La Soupe est pleine, et vous l'aurez bien évidemment reconnu, il s'agit d'Yvan Frézard. J'ai envie de tout faire péter, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie qu'on arrive, j'ai envie que des gens qui ont envie de faire des choses puissent le faire, plutôt que... Moi j'ai l'impression qu'on est dans un pays aussi où- J'ai toujours dit, je pense que dans ce pays, je sais pas, je prends un exemple qui n'est pas un bon exemple aujourd'hui, mais Michael Jackson, pour son talent, pas pour le reste, on s'entend, s'il avait été suisse, roman, on n'en aurait jamais entendu parler. C'est ça que je trouve dommage. Il y a des gens qui font des choses incroyables dans tous les domaines, y compris dans la télé, dans la radio, dans tout ce qui est culture, et on a une infrastructure qui ne permet pas de les porter. Donc, moi, c'est un truc qui me motive, puis j'ai envie des fois de tout péter pour faire avancer les choses. Mais c'est pas démoralisant par moment de justement de donner d'énergie, oui. et peut-être de ne pas avoir suffisamment de répondants comme on l'attend. Ouais, Quoi. mais finalement, à force de le faire, puis à force de ne pas lâcher prise avec les années, on commence à rencontrer des gens qui pensent un peu la même chose. Il n'y en a pas beaucoup, mais 2 ou 3 suffit. Si on arrive à se mettre ensemble, on arrive à progresser un petit peu. Mais il faut vraiment être tenace, il faut vraiment avoir de l'énergie, il faut vraiment pas perdre l'envie. Mais des fois, c'est vachement démoralisant parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, t'as raison, mais tu sais, c'est pas possible. » Alors qu'effectivement, ils ont raison, c'est pas possible parce que ça s'est jamais fait, mais c'est justement parce que ça s'est jamais fait qu'il faut le faire. Puis c'est là que vous commencez à devenir un fouteur de merde, quoi. Et par rapport à ce dynamisme, est-ce que la plus grande crainte ou le plus grand danger, c'est la routine? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous fait peur, de tomber dans une certaine routine? Ouais, je pense que dans les métiers qu'on a choisis, mais vous aussi, dans ces métiers, il y a un moment donné, on fait des choses qui fonctionnent, bon, c'est des fois des petits miracles, ça marche, mais faut être lucide, ça peut jamais marcher à vie. Si vous arrivez au bon moment, il y a un truc qui fait que quand vous lancez une émission, elle peut marcher. Si elle marche, c'est pas parce que vous êtes le plus grand, le plus beau, le plus fort, c'est que vous arrivez juste au bon moment avec la demande que le public avait. On en vient justement à un point aussi assez important par rapport à la hiérarchie. Quel est le rapport que vous entretenez avec les différentes hiérarchies que vous avez pu avoir? C'est simple, j'ai toujours été contre par opposition. Je pense que c'est mon caractère qui fait que tout ce qui est tout ce qui est un petit peu hiérarchie, c'est le réflexe, c'est forcément titi être un peu contre. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas réussir à faire quelque chose si on est contre ses chefs. C'est complètement stupide, quoi. C'est venu avec les années ou... Ouais. Puis je pense que, alors, il y a un petit souci, je crois que ce boulot de la radio, de la télé, on le fait pas pour ses chefs ou ses collègues ou ses camarades, on le fait pour le public. Mais avec la notoriété, on peut aussi perdre peut-être cette notion de désir du public et puis faire une émission ou des choses pour soi-même. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie où vous avez dit « Oula, je pense trop à moi et je pense plus aux gens ». Mais non, c'est justement là où j'ai eu des soucis. C'est parce que je me suis toujours dit, là, on est en train de s'enfermer dans une routine qui est parfaite parce que tout le monde sait qu'en écrivant un gag comme ça, là je parle de La Soupe est pleine par exemple, en écrivant tel gag ou en faisant dire quoi au couche-pain, ça va faire rire. Mais ça fait tellement longtemps qu'on le fait qu'on ne surprend plus. Donc il faut qu'on sorte de cette routine, sans quoi on ne va pas durer. Il y a un moment donné où il faut être conscient que c'est les gens qui vont vous virer en disant c'est bon. J'aimerais réussir à chaque fois à anticiper un peu, puis même à la rigueur à savoir me retirer avant que les gens me disent ça. Et puis pour en venir au chef, il y a un moment donné où quand ça fonctionne, quand vous arrivez à faire de l'audience, ce qui s'est passé pour La Soupe, alors vous vous rendez compte que vous n'avez plus que des amis. Tous ceux qui vous disaient 2-3 ans auparavant, mais tu peux pas faire ça,
ça se dit pas, ça se fait pas, on peut pas parler comme ça aux gens, on peut pas critiquer. Ils viennent puis vous serrent la main en disant non, c'était vraiment parfait, excellent. Alors c'était excellent. Vous faites 12 fois pire qu'avant, mais comme ça marche, c'est excellent. Donc je suis pas dupe. Je sais qu'il faut pas faire des émissions contre ces chefs, mais il faut aussi que les chefs sachent que même si ça les emmerde, c'est un produit qui marche, quoi. En fait, faut pas perdre à l'esprit qu'on est, malgré tout, on est des produits, quoi. Il faut que ça plaise à un public. Pour les chefs, si ça plaît, ils passent sur pas mal de choses. Si ça plaît pas, il y a moins de chances que vous puissiez emmerder et imposer quelque chose. Ah, vous avez parlé des amis dans ce milieu quand on a une certaine notoriété. Est-ce difficile de cerner de vrais amis avec des gens qui sont plutôt opportunistes? Je crois que du moment qu'il y a un succès, un gros succès, comme c'était le cas pour la soupe, ce qui est terrible, c'est que la notion d'amitié, elle disparaît. Et puis quand ça a commencé à marcher, c'est vrai que ça influait sur la vie de tous, parce que tout d'un coup, ils pouvaient faire des spectacles, il y avait une notoriété, on faisait quand même, l'émission, elle faisait quand même à l'époque le double, ou voire un peu plus que le double d'audience que le prime time de la TSR, d'une émission de divertissement. Donc ça faisait quand même pas mal, ça faisait 400 000 à peu près personnes qui écoutaient l'émission chaque dimanche. Donc ça faisait une pub énorme pour chacun de ces gens. Ce qui fait qu'à un moment donné, ils se sont dit, mais on a besoin de ça pour vivre. Donc le côté relations humaines, copains, etc., c'est passé pas au deuxième, mais au 10e plan. Alors que pour moi, ça a toujours été important. Pour moi, on ne peut pas bosser si on a des rapports qui ne sont pas des rapports, sinon d'amitié, en tout cas de respect. Est-ce que vous en avez souffert dans vos relations de cette popularité grandissante? Oui, j'en ai souffert dans la mesure où... Alors, j'en ai pas souffert à titre personnel, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est en Suisse romande, et puis c'est sympa que les gens vous connaissent, et puis qu'on puisse discuter avec les gens, puis ils viennent plus facilement vous dire j'aime bien, j'aime pas. Mais j'en ai souffert dans la mesure où, il y a un moment donné, on devient prisonnier de son produit. C'est-à-dire que moi, j'ai amené ce produit qui était la soupe pour essayer de me faire plaisir et de faire plaisir à ceux avec qui on le faisait, pour qu'on se marre. Ensuite, le public a répondu présent beaucoup plus que ce qu'on imaginait. C'était pas prévu le succès. Puis à un moment donné, quand ça marche, votre direction vous dit mais vous devez continuer à faire marcher cette émission, il faut qu'on maintienne l'audience. Donc, c'est plus, vous faites plus ce que vous avez envie de faire, vous essayez de donner au public ce qu'il veut. Et finalement, en fonction de ça, on a beau dire que le service public c'est magnifique, on réagit comme ceux qui font Star Academy. Et le piège, c'est ça. Et sur un plan peut-être plus personnel, en regardant votre parcours, de quoi êtes-vous le plus fier? Mais je crois que je suis fier d'avoir réussi avec, je crois que c'est la soupe est pleine qui me fait le plus plaisir, parce que mon idée, c'était au début de réussir quelque chose, en tout cas de monter une entreprise qui était impossible pour beaucoup de gens, c'est-à-dire faire connaître un imitateur. Tout le monde m'avait dit, c'est pas possible. Il y a quand même des gens qui m'ont fait confiance, qui étaient l'équipe de la soupe, et puis ces gens, ben, ils m'ont fait confiance alors qu'il n'y avait rien, quoi. Et d'avoir réussi à faire en sorte qu'ils soient connus, que ça fonctionne et qu'ils s'y retrouvent, et je dirais, à répondre à leur confiance, ben ça, je suis assez fier, parce qu'on peut... J'aurais été triste que tout le monde ait pris du temps et de l'énergie pour finalement que ça ne fonctionne pas, puis qu'ils aient perdu du temps, et puis voilà, je pense que j'aurais perdu pas mal de crédit auprès d'eux, quoi. Et en parallèle, quelle est votre plus grande déception? C'est d'avoir cru que je pouvais, en tout cas dans le service public, amener une façon de penser ou une philosophie. Et finalement, cette philosophie, comme elle était différente, puis je pense qu'on peut faire des choses différentes qu'en pensant différemment. Alors maintenant, peut-être pour terminer, si on se tourne vers l'avenir, quel est votre vœu le plus cher, que ce soit sur un plan professionnel, mais aussi sur un plan privé? Bon, c'est pas la même chose, hein, les deux choses. Bah alors les deux, les deux. Mais sur un plan professionnel, moi j'aimerais beaucoup, je crois en une chose, si il y a un monopole, c'est jamais bon. Et moi, mon rêve, c'est de réussir à créer un service privé ou quelque chose qui fait en sorte qu'il y ait des privés bout à bout, que ce soit dans la radio comme dans la télévision, pour avoir une concurrence, une vraie concurrence au service public, que le public puisse avoir un vrai choix, partout en Suisse romande, pas juste dans une région, pas juste sur un petit réseau, sur toute la Suisse romande, qui puisse dire « je préfère écouter ça que ça ».
Puis à titre privé, c'est de pouvoir de réussir à justement dissocier complètement le professionnel du privé, quoi. C'est-à-dire que quand on fait ce genre de boulot, ça vous bouffe quand même pas mal de vie privée, quoi. Autant quand ça va bien que quand ça va pas bien. Ça fait partie de votre vie. Puis pendant longtemps, je pensais que c'était une bonne chose. Ma vie, c'était la radio, c'était la télé. Puis je disais que j'ai toujours cru que c'était ça qui m'avait fait avancer. Puis finalement, j'ai complètement... je crois que j'ai raté une bonne partie de ma vie privée à cause de ça. Et donc, je crois que c'est vachement important de réussir à mettre une barrière en disant le boulot, c'est le boulot, comme pour n'importe qui, quoi. Je crois que ce que j'ai pigé maintenant, c'est que le boulot qu'on fait, c'est pas mieux, pas moins qu'un autre boulot. Alors pour terminer cette émission sur une note un petit peu plus légère, vous allez nous parler d'une boisson qui vous tient à cœur et nous expliquer aussi un petit peu pourquoi vous aimez cette boisson. Ah, c'est pas si léger, hein, pour moi c'est hyper important. Ça, c'est ce que je bois tout le temps. Bon, je vais faire un truc que je fais jamais, parce que je sais pas pourquoi je le mets jamais dans un verre, mais comme il faut que je partage avec vous, je vous donne un coup de main. Ce que j'adore, c'est boire à la canette. Alors si je peux juste boire une goutte à la canette, juste pour moi. Faites seulement. Je vous aide avec les verres. Alors pourquoi cette boisson est si importante et pourquoi elle vous plaît autant que ça? C'est pas parce qu'elle est à la mode, je crois que tout le monde connaît, c'est même pas la peine de dire la marque. Merci. Mais je sais pas, il y avait deux choix, je crois. C'est où les gens sont dégoûtés parce que le goût est horrible, ou ils sont accros. C'est comme les chewing-gums. Vous savez, les chewing-gums à 10 de l'époque, ils avaient un goût pas possible, ou des tikis, des trucs comme ça. Je sais pas, on devenait accro ou on détestait. Et comme c'est une boisson que je respecte beaucoup, je la mets dans une coupe de champagne. Vous aimez bien, vous? Santé. Ça va. Santé. Non, mais vous pouvez dire si vous trouvez dégueulasse. Ça va pas du tout dans un verre à champagne. Ça se boit dans la canette. Je remets dans la canette, c'est pas possible. C'est quasiment sacrilège. J'ai eu beaucoup de jeunes qui buvaient ça dans des verres à champagne. Ça se boit dans la canette.